Après, on a, et c'est bien explicité dans votre livre, il y a des directives qui sont prises, des décisions qui sont très importantes, qui vont avoir des conséquences sur les entreprises, sur la vie des gens, etc. Et il y a évidemment l'ensemble des lobbies qui sont derrière. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est que ces lobbyistes? Est-ce qu'ils sont enregistrés? Est-ce qu'il y a de la transparence, de l'opacité? Et puis on reviendra après sur un ou deux exemples assez significatifs dans votre livre. Alors, des lobbyistes, pourquoi ils sont effectivement, il y a énormément de lobbyistes à Bruxelles. D'ailleurs, il y a une ONG avec qui moi je travaille, qui s'appelle le CIO, qui travaille sur, justement, c'est un observatoire des entreprises. Ils ont fait, si vous allez un jour à Bruxelles, venez me rencontrer au Parlement européen, eh bien vous pouvez aussi passer une demi-journée avec eux. Ils organisent régulièrement une promenade dans le quartier des institutions pour vous montrer tous les immeubles des lobbyistes. Donc par thématique, on peut faire le tour des lobbyistes et voir la réalité du lobbying. Donc c'est quelque chose de très palpable. Dans le quartier du Parlement, du Conseil et de la Commission, tout ça est palpable. Aujourd'hui, il y a un registre, théoriquement, des lobbyistes. Donc on se dit, très bien, il y a un registre. Le problème, c'est que tous les lobbies ne sont pas dans le registre. Je prends une entreprise que j'aime bien particulièrement, qui s'appelle Monsanto, n'est pas dans le registre. Par exemple. Alors, ils ont fait un lobby du lobby qui, lui, est dans le registre. Alors ça, c'est une façon de faire. C'est le lobbyiste, de base, lui, il essaye d'influencer les députés, et puis, s'il est un peu plus malin, d'influencer la commission. Donc ça, c'est la première façon de faire. Deuxième façon de faire, c'est d'influencer l'administration, de pouvoir rentrer dans l'administration. Donc des gens qui ont été dans l'industrie, qui se font embaucher dans l'administration. On a aussi beaucoup l'inverse, des gens qui ont été dans l'administration et qui rentrent dans les entreprises avec les carnets d'adresses qu'ils ont. Et puis, une troisième façon de faire, c'est de rentrer dans les agences. Il y a l'agence du médicament, l'agence sanitaire des aliments, l'agence de l'aviation, etc., etc. Il y a plein d'agences. Rentrer dans les agences, soit dans le conseil d'administration, soit dans le staff, soit dans les experts. Là, on s'est rendu compte, mais on va revenir dessus, qu'on retrouve beaucoup de gens qui viennent des entreprises dans ces agences. Moi, je me suis focalisé sur l'Agence européenne sanitaire des aliments. Justement, une des choses que j'ai découvertes, c'est que la présidente de cette agence faisait partie du plus gros lobby de l'agroalimentaire mondial, qui s'appelle l'ILSI, qui n'est absolument pas connu. Mais on les retrouve tous, toutes les firmes sont là. Et la présidente de l'agence était là, et en même temps, elle était présidente de l'agence sanitaire de son pays, et c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée présidente. Mais après, on retrouve les experts sur les OGM, sur les pesticides, sur le biphénol A. Comme par hasard, on trouve comme experts les gens qui sont dans les agences. Et puis après, autre niveau à l'intérieur des agences, c'est que l'expertise, les éléments qui permettent d'analyser un produit par rapport à un autre pour voir s'il rentre dans la ligne, ce sont les entreprises qui peuvent aussi donner les éléments d'analyse, puisqu'elles n'existent pas. Et c'est comme ça que j'ai découvert, parce que je m'étonnais que depuis des années, les OGM étaient autorisés au niveau européen, et on nous disait que c'était en fonction des analyses faites, qu'en fait que les éléments d'analyse étaient ceux de Monsanto. Ce qui fait que quand Monsanto déposait un dossier, il s'était analysé en fonction de ses propres données à lui. Ça, en général, ça marche à tous les coups dans ces cas-là. C'est plus simple. Voilà. Ah ben ouais. Ça s'appelle du circuit court. C'est le circuit court, c'est le circuit intégré, ça va pas mal. Alors, le rôle des lobbies. On va prendre un exemple. Et puis un autre élément que j'ai oublié, c'est parce que je vois quelqu'un au fond de la salle qui m'y fait penser, c'est les cabinets d'avocats. C'est que les cabinets d'avocats, maintenant, sont un nouveau lieu pour faire du lobbying. C'est-à-dire que c'est plus directement l'entreprise qui va voir la haute administration de la commission, ce sont des cabinets d'avocats, et donc eux ne sont pas inscrits au registre, forcément, puisque ce ne sont pas des entreprises. Et si vous leur dites comment se fait-il que vous ne soyez pas inscrit et que vous ne dites pas ce que vous faites, ils disent secret professionnel. C'est la déontologie des avocats. Donc on rencontre qui on veut. Donc ça, c'est une nouvelle façon de fonctionner, très astucieuse. Et là aussi, on en a démasqué, et donc on a mis aussi sur la scène publique.
Alors, démasquer, on va prendre un des exemples dans votre livre. Il y a un chapitre que je trouve formidable qui s'appelle le plan fumeux du lobby du tabac. Et alors, ce qu'on découvre, ce qui est formidable, c'est que les gens du lobby du tabac se sont dit, mais ce José Bové, il est fumeur de pipe. Donc, ça va marcher avec lui. Et ils se sont dit, mais il est pour les petits agriculteurs. Donc derrière, si on ne fait plus de tabac, il va défendre les petits producteurs. Donc c'est bon. Et vous avez été directement contacté par ces personnes-là. Et on retrouve dans cette histoire-là un formidable polar. Je pense que ça pourrait faire en prime time, le soir, à 21h, un super récit avec le commissaire Beauvais et sa pipe qui font une investigation. On va y retrouver dans cette histoire-là des Suédois, une avocate maltaise, des gens des avocats, effectivement, des gens un peu fumeux, c'est le cas de le dire, un peu partout, et ça se termine par une histoire incroyable qui est le licenciement. Enfin, ça se termine dans l'histoire. Il y a le licenciement absolument incroyable d'un commissaire européen qui est débarqué en une demi-heure comme un vulgaire salarié d'une multinationale américaine. Alors oui, le point de départ d'ailleurs, c'est le licenciement d'un commissaire européen. Donc il y a 28 commissaires européens, chacun avec une thématique, et donc un de ceux avec qui je me suis le plus confronté au début de mon précédent mandat, c'était celui qui était en charge de la santé des consommateurs. Et donc c'était lui qui avait en charge notamment les OGM, les pesticides et compagnie. Donc forcément on était assez proches par rapport à nos sujets d'intérêt. Et c'est quelqu'un qui était plutôt pro-OGM. Bon, donc c'est pas facile à voir. C'est avec lui que je me suis retrouvé confronté par rapport à cette histoire de l'Agence européenne sanitaire des aliments, où je lui avais expliqué qu'il y avait le loup dans la bergerie et que je lui donnais 3 mois pour la vider, sinon je mettais ça sur la place publique. À ce moment-là, il ne me connaissait pas bien, c'est vrai qu'il venait de Malte, et donc on n'était pas dans les mêmes histoires. Et donc, au bout de 3 mois, j'ai rendu ça public, et le Parlement européen a voté majoritairement, a refusé de valider les comptes de cette agence tant que cette présidente serait en place. Elle a été obligée de démissionner. Donc ça a été une belle victoire. Et quelques jours après, on était justement, comme on a été venu ici à Metz en 99, en journée des parlementaires écolos. Le jour où on était comme ça en rencontre, on apprend par les médias que ce commissaire venait d'être démis de ses fonctions par le président Barroso. C'était curieux parce que ce type, je le connaissais. J'avais bien vu que ce n'était pas un type qui était dans les affaires. Ça m'a paru bizarre. Donc je lui ai envoyé bêtement un mail et je lui ai dit mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et il m'a répondu le lendemain même, voilà, j'ai été démis sous pression de l'industrie du tabac parce que je n'ai pas voulu changer la directive sur le tabac qui était en discussion, puisqu'on vient de voter, on a voté à la fin de la dernière mandature, une transformation, un renforcement de la directive tabac face aux entreprises. Je trouvais ça bizarre, cette histoire-là, et donc j'ai commencé à chercher, je l'ai rencontré, et c'est là où j'ai découvert un truc complètement fou, c'est que ce type, Dalli, s'est retrouvé viré parce qu'il a refusé l'introduction au sein de l'Union européenne d'un tabac à mâcher qu'on appelle le snus, qui ne se mâche qu'en Suède. Et donc, quand la Suède était rentrée dans l'Union européenne, on leur avait dit, oui, un jour peut-être qu'il y aura une nouvelle directive, on vous permettra de le vendre dans les autres pays européens. Sauf que c'est aussi les gens qui mâchent ce tabac, en fait, sont autant addicts au tabac que celui qui le fume ou qui le prend autrement. Donc, Dalli avait dit, il n'est pas question que je change cette directive. Et cet industriel du tabac, Swedish Match, en vue de ce projet de modification, venait de se faire racheter 2 ans avant par Philip Morris. Donc, on retrouvait un des majors au niveau international. Et donc, ils ont pensé que la meilleure façon d'obtenir gain de cause serait de faire tomber le commissaire européen. Parce qu'en 2001, quand il y a eu la première directive sur le tabac,
ils se sont rendus compte que ça avait bloqué, et que ça avait bloqué parce que le commissaire n'avait pas voulu être assez souple. Et donc, ils avaient élaboré une stratégie qui montrait que si ils faisaient tomber le commissaire, ils avaient une chance de gagner. Et donc, c'est toute cette stratégie qui a été mise en œuvre. À tel point que dans un document officiel de Philippe Maurice qu'on a pu consulter depuis après l'écriture du livre, au jour où il a été chassé et démis de ses fonctions, ils ont marqué dans leur document interne « on a gagné ». Donc les choses sont assez étonnantes, quoi. Hein. Donc ce type se retrouve viré en 30 minutes, sans avoir accès, donc ils ont monté contre lui une cabale, une véritable cabale, en l'accusant d'avoir rencontré des industriels et d'avoir tenté par un intermédiaire de monnayer contre 60 millions d'euros le changement de la directive. C'est quand même un peu gros. Et donc, tout ça reposait sur des dates de réunion. Je vais vous passer les détails parce que sinon je peux y passer la soirée. Bref, tout ça était faux, mais c'était un rapport qui avait été fait par l'organe de lutte antifraude. Donc, a priori, on peut se dire que c'est un organisme sérieux. Sauf que tout était faux et que ce qui a été reproché ne s'était jamais passé. Que cette rencontre, soi-disant, dans laquelle ces 60 millions d'euros avaient été demandés, n'avait pas eu lieu. J'ai tellement mis la pression pendant des mois qu'à la fin, les deux négociateurs de l'industrie du tabac suédoise sont venus dans mon bureau, je les ai enregistrés avec mon téléphone et je leur ai dit, on a discuté 1h30 avec le téléphone sur la table, c'était public, c'était enregistré en toute connaissance de cause, et ils ont reconnu qu'ils avaient menti et qu'ils avaient maintenu leur mensonge à la demande de l'organe de lutte antifraude européen. Ce qui montre des trucs incroyables. Donc évidemment, tout ça, ça fait un pataquès absolument incroyable. Le commissaire Dalli, l'ex-commissaire Dalli, a porté plainte devant un juge d'instruction à Bruxelles et devant la Cour européenne de justice pour licenciement abusif, on va dire, même si ce n'est pas le terme qu'on peut employer. Et la semaine dernière, lundi et mardi dernier, il y avait le procès devant la Cour européenne de justice à Luxembourg, où Barroso a été obligé de venir président de la commission, interrogé par les juges. C'est la première fois qu'un président de la commission se retrouvait comme ça. Et mon enregistrement a été mis dans les pièces à conviction pour montrer que ça avait été fait de manière absolument invraisemblable. Donc ça, c'est pour l'effet brut. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que les contacts entre l'industrie et la présidence de la commission se sont faits directement par un avocat, qui était l'avocat de Philippe Maurice, basé à Paris, et que cet avocat était l'ancien responsable des affaires légales de la Commission européenne. C'est-à-dire que ce type, pendant 20 ans, c'était lui qui vérifiait si toutes les lois, les directives étaient conformes au droit européen. C'était le chef de ce service, qui est passé dans le privé, et qui ensuite est devenu l'avocat de Philippe Maurice. C'était très facile pour lui d'avoir accès au sommet de la pyramide. Et donc, il s'est servi de son carnet d'adresses et de ses relations pour faire remonter l'information et la plainte de l'industrie du tabac. Comme ça ne suffisait pas, Barroso, qui est un ami de l'industrie en général, eh bien, l'avait nommé, en plus, pendant cette affaire, président de la commission de déontologie des commissaires européens, pour être sûr que les commissaires se fassent bien pour changer les règles du jeu. On croit que c'est fou, quoi. Mais c'est une réalité, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, on a obtenu cette démission quand même en tant que responsable de cette commission, ça a été quand même la moindre des choses, mais on en est là. Mais le problème, c'est que le Parlement européen, le président du Parlement européen, qui s'appelait M. Schulz à l'époque et qui est à nouveau M. Schulz, il a su que le dossier était foireux. Jamais il n'a voulu donner accès au dossier de l'organe de lutte antifraude aux parlementaires européens. Alors qu'il existe une règle, et c'est la seule industrie pour laquelle il existe une règle internationale qui a été fixée par l'Organisation mondiale de la santé. Tous les pays adhérents à l'OMS doivent automatiquement transférer dans leur loi interne de leur pays l'obligation de la transparence par rapport à l'industrie du tabac. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réunion qui peut avoir lieu avec un député, un sénateur, un ministre, un chef de cabinet, tout ce qu'on veut,
sans que ce soit à l'agenda marqué noir sur blanc avec un compte-rendu écrit. C'est une obligation. Cette loi n'a jamais été transférée au Parlement européen et évidemment pas non plus à la Commission ni au Conseil. Et donc, maintenant, on se bat là-dessus. Et quand j'ai été convoqué par le juge d'instruction à Bruxelles par rapport aux éléments que j'avais découverts dans cette enquête, eh bien, la convocation qui passe par le président du Parlement a été bloquée pendant 5 mois, ce qui fait que je ne l'ai reçu que 2 mois, 1 mois avant les élections, et que l'audition certainement aura lieu après. Mais ça va être un débat très intéressant, ça va être là aussi un procès absolument incroyable, puisqu'on aura l'industrie du tabac contre nous, et on aura aussi l'organe de lutte antifraude, qu'on a traduit devant les tribunaux avec le commissaire qui a été déchu. Mais ça, on a pu faire ce travail parce qu'on travaillait aussi avec des ONG, qu'on a pu découvrir les mails qui étaient échangés, etc., etc. Et ça, un député peut le faire. On a été 3 députés à travailler sur ce dossier, 2 écolos, un flamand et moi, et une conservatrice allemande qui était avec nous dans ce dossier. C'est ça qui est assez étonnant dans le récit, c'est que finalement tout pourrait aller dans le meilleur des mondes, tranquille, et puis en fait, il y a à un moment donné le député européen, en l'occurrence vous 3, dont d'ailleurs une conservatrice, qui est assez intéressant aussi, qui joue le rôle du fouineur, de dire attendez, stop, là il y a quelque chose qui coince. Et on a comme ça une aventure absolument incroyable qui part du tabac chiqué en Suède et qui va finir par le procès de Bardo. Exactement. C'est tout à fait étonnant.